Cite à constituer l'un des facteurs les plus graves pour altérer le caractère démocratique, transparent et équitable d'un scrutin. Ce financement permettait en tout d'influencer, ou plutôt l'influence malhonnête de la volonté des électeurs par l'achat des voix, et c'est la corruption électorale, ou par l'abus de propagande et le traitement illégal des concurrents. Les grandes démocraties n'ont pas échappé à ce fléau. On peut citer les cantons polis en Angleterre, où il y avait un record d'achat de voix. C'était la voix la plus chère au monde, parce qu'il suffisait d'acheter 2 voix pour gagner un siège à la Chambre des communes. Ou le phénomène du lobby. Vous savez qu'aux États-Unis, à Washington, il y a des Key Avenue, l'avenue des cabinets de lobbying. Donc ça se passe comme ça. Et nous avons vu en 2011 la fulmination de l'argent en Tunisie, l'argent à la conquête du pouvoir. Et le dispositif juridique à l'époque était très limité. En 2014, le devoir a assuré un meilleur encadrement des rapports entre l'argent et les élections. On peut citer un ensemble de textes. Tout d'abord, nous avons la loi électorale de 2014. Nous avons les décrets qui partent essentiellement du plafonnement. Nous avons 2 décrets. Le plafonnement des dépenses aux élections législatives et des dépenses aux élections présidentielles. Et enfin, nous avons les décisions de l'ESI et notamment la décision numéro 20 qui est relative au financement des campagnes. En fait, pour parler de ces éléments, donc, et pour faire un peu vite, je vais parler essentiellement de ces systèmes de financement et de contrôle à travers 2 éléments. Tout d'abord, les principes régissant le financement et par la suite le système de contrôle. Commençons par les principes régissant le financement. Il y a 2 idées essentielles. Tout d'abord, les principes généraux pour le financement des campagnes. Et deuxième idée, c'est la structuration particulière des finances de la campagne. Les principes généraux. Tout d'abord, l'existence d'un financement public ou d'une subvention publique de la campagne. Mais c'est le financement de la campagne et pas des partis politiques. Nous n'avons jusqu'à maintenant aucun système de financement des partis. Deuxième principe, la transparence de la campagne. Il faut que, d'après la loi, tout se passe dans la transparence et il y a des formalités et des mécanismes pour assurer cette transparence. Troisième principe, l'interdiction du financement étranger. Et là, c'est l'une des interdictions où on trouve les plus lourdes pénalités. Ensuite, il y a l'interdiction du financement par les personnes morales. Donc, seules les personnes physiques peuvent faire des dons au profit des partis politiques. L'interdiction de l'usage des moyens et des ressources publiques dans les campagnes. Et c'est ça la neutralité de l'administration. Il y a ce qu'on appelle les dispositions relatives à l'interdiction de l'abus des biens publics ou des ressources publiques. Quelqu'un qui est au pouvoir n'a pas le droit du tout d'utiliser que ce soit les ressources ou les moyens du service public. Un autre principe, le plafonnement du financement de la campagne. Il y a un plafond, là on ne peut pas le dépasser, et on va voir par la suite quelles sont les sanctions pour ces dépassements. Il y a le principe de l'égalité des chances entre les candidats, et c'est l'un des principes qui a pondéré d'une façon assez importante toutes les dispositions concernant le financement, la couverture médiatique, ainsi de suite. Enfin, l'interdiction de la publicité politique. Et là, c'est une interdiction pendant toute la période électorale. Donc, ce sont des principes qu'on va trouver par la suite, des sanctions qui vont donc essayer, et ce sont les principes qui ont réellement, qui constituent l'ossature du système de financement de la campagne en 2014. Mais en plus, il y a ce qu'on appelle une structuration du financement. Quelle est cette structure du financement de la campagne? Tout d'abord, on commence par fixer la subvention publique. Que ce soit pour les législatives ou pour les présidentielles, il y a une subvention. Cette subvention, elle est calculée sur la base des nombres d'électeurs et pondérée avec quelques éléments qui dépendent d'une circonscription à l'autre.
finalement, on a cette subvention qui varie globalement entre 5 000 dinars, c'est-à-dire à peu près 2 500 euros, et 6 000 euros. Le plafond ne doit pas dépasser cette subvention x 5, parce que la structure du financement est constituée comme suit. Donc, 1/5 la subvention publique, 2/5 l'autofinancement et 2/5 le financement privé. Cela pour les prises anciennes. Évidemment, le financement privé ne doit pas dépasser un seuil bien déterminé. Et toutes les dépenses ne doivent pas dépasser 5 fois la subvention. Pour les prises anciennes, il y a une autre équation, c'est que les dépenses ne doivent pas dépasser 10 fois la subvention. Donc, on a eu, pour les prises anciennes, à peu près 750 000 dinars, à peu près 350 000 euros pour chaque candidat. Donc, c'est la structure, et évidemment, il faut veiller à ce que chaque candidat, chaque liste respecte cette structure. Parce qu'évidemment, toute la fraude peut passer, évidemment, par ce jeu donc on bascule d'un financement privé à un autofinancement, ainsi de suite. Pour les prises anciennes, le texte a été très strict dans la mesure où il a considéré que le financement du parti même au candidat constitue un financement privé et pas un financement, un autofinancement. C'est une chose qu'on doit, à titre d'exemple, améliorer et réviser. Et d'ailleurs, l'une des recommandations de la mission d'observation européenne a été de réviser le plafond. Parce que réellement, avec ce plafond, c'est vrai, on a essayé, comme vous le savez, de faire un équilibre. Équilibre entre l'égalité entre les candidats, les listes candidates, c'est pas le plus riche qui peut dépenser ce qu'il veut, et l'idée donc de la transparence. Finalement, on a eu l'avant-projet proposé 3 fois le montant de la subvention. Donc on a proposé que ça soit augmenté jusqu'à 5 fois, mais même avec ce montant, ça reste évidemment très limité. Évidemment, quand on a un plafond limité, ça encourage la fraude. Donc les sommes sous les tables, évidemment, donc on contourne les dispositions légales par d'autres manœuvres. Deuxième élément du système de financement, c'est le contrôle des financements. Le contrôle du financement de la campagne, il est effectué suivant une procédure et peut aboutir à des sanctions. Commençons par les procédures de contrôle. Ce n'est pas seul l'ISI qui contrôle le financement, il y a l'ISI, la Banque centrale, la Cour des comptes, le ministère des Finances, toutes ces institutions constituent donc ensemble un panel pour essayer de contrôler le financement des partis politiques et des campagnes. Il y a des règles de procédure qui sont imposées aux candidats et aux listes. Par titre d'exemple, chaque liste doit ouvrir un compte unique dédié à la campagne. Donc ce compte, il est ouvert dans un délai bien déterminé, il doit être clos dans un délai bien déterminé. Évidemment, toutes les opérations doivent passer par ce compte unique. Chaque liste doit désigner un commissaire pour la gestion du compte, et il est responsable. Troisièmement, le commissaire doit déclarer ce compte. Évidemment, il doit déclarer un ensemble d'opérations qu'il doit tenir de façon assez claire. Plus, il y a un registre qui est numéroté, il est signé, et toutes les opérations doivent passer par ce registre. En plus, toute dépense qui dépasse 500 dinars doit se faire par chèque. Donc ce sont quelques mesures qui viennent pour essayer d'imposer un minimum de transparence dans la gestion des dépenses électorales. Donc il y a d'autres éléments que je ne vais pas citer, et sûrement Mme Derbourg qui va venir par la suite, elle va donc les exposer de façon plus claire. On arrive donc aux sanctions, la portée du contrôle en fait. On peut dire qu'il y a 3 niveaux de contrôle, 3 niveaux de sanctions. Le premier, c'est l'ISI, qui peut intervenir par des mesures qui s'apprêtent plutôt à des mesures de police administrative. Ce sont des mesures conservatrices. Elle peut interdire une action à un parti politique. L'ISI peut, à titre d'exemple, saisir quelques affiches,
Elle peut donc intervenir pour empêcher une action ou pour limiter un dépassement. Et l'ISI a recruté 1250 agents assermentés pour couvrir les 3 éléments de la campagne, à savoir les activités, le financement et la couverture de la campagne, la couverture médiatique. Donc évidemment, on a travaillé sur ces 3 axes, et évidemment avec les 1250 agents, on a essayé de constater et de voir tous les dépassements possibles. Deuxième niveau de sanctions, ce sont les sanctions pénales, ou bien des amendes ou des sanctions privatives de liberté. Les amendes sont prononcées ou bien par la Cour des comptes ou par le juge judiciaire. Par la Cour des comptes, dans le cas du dépassement du plafond, quand on dépasse un plafond des dépenses, évidemment, il y a des sanctions qui montent crescendo et ça peut arriver à 25 fois le montant du dépassement, ce qui est énorme. Les sanctions privatives de liberté, avec des amendes qui sont prononcées par le juge pénal, il y a des sanctions qui ont été jugées comme étant pas assez lourdes. Je vous donne un exemple. L'achat de voix. L'achat de voix entraîne une sanction entre 6 mois et 3 ans d'emprisonnement. Pour certains, c'est assez lourd, pour d'autres, c'est vraiment léger. Pour le financement étranger, pour le président de la République, pour le candidat à la présidence, le financement étranger peut entraîner 5 ans d'emprisonnement. Troisième niveau de sanction, et là, c'est un élément assez important, et c'est là où l'ISI recommande donc, une révision du texte législatif, c'est la réformation des résultats. Quand est-ce que l'administration électorale peut dire, ou le juge peut dire que voilà, les résultats, on va les réformer parce qu'il y a eu fraude, parce qu'il y a eu des dépassements dans ce sens. Nous avons un article qui est devenu fameux, l'article 143, qui dit que l'ISI, juste avant la proclamation des résultats, vérifie s'il y a eu des dépassements. S'il y a des dépassements qui ont une influence substantielle sur les résultats, elle peut annuler le succès d'une liste, c'est-à-dire annuler les sièges pour cette liste. Donc, cet article, on l'a interprété, en fait, on l'a appliqué. On a vu que les dépassements qui ont eu lieu donc, dans les différentes circonscriptions étaient d'une gravité relative, mais quand on a fait un calcul concernant une circonscription particulière, c'était Kasserine, on a trouvé qu'une liste. Elle a obtenu 3 sièges. Et le mode de scrutin, c'était la proportionnelle avec le plus fort reste. La liste a obtenu 2 sièges avec le quotient. Elle a obtenu le 3e siège avec un plus fort reste. Ce plus fort reste, il est donc légèrement supérieur à la liste concurrente, c'était 132 voix uniquement. Et cette liste avait 7 infractions qui ont été constatées par des revues. Donc nous avons considéré dans le Conseil que, vu les cartes de voix très limitées pour le 7e et le 3e siège, et vu qu'il y a des sanctions, des infractions qui ont été dûment constatées, on a dit voilà, la liste garde les 2 sièges, mais pour le 3e, on va l'attribuer à l'autre liste. Le tribunal administratif a vu autre chose. Il a dit non, ou bien on annule tout, il n'y a pas une annulation partielle, ou on laisse tout. Donc finalement, c'était là le débat. Est-ce que, parce que comme tout juriste, quand on pense que le contentieux électoral, il a une caractéristique par rapport au contentieux de l'annulation, à titre d'exemple. On dit qu'il est un contentieux pragmatique et réaliste. Il prend les cas par cas. On ne peut pas annuler des élections pour une petite infraction, bien que c'est une infraction dûment constatée. Donc, est-ce qu'on peut introduire cette modification partielle ou pas? C'était là le débat. Et quand j'ai vu le rapport de la mission d'observation européenne, ils ont dit voilà, même la révision partielle des résultats constitue une atteinte
à la souveraineté du peuple. Parce que la volonté de l'électeur dûment déclarée de façon claire ne peut pas être touchée que par une autre élection. Donc finalement, c'est ça le débat au troisième niveau. Est-ce qu'on va accepter l'annulation partielle? Est-ce qu'on va carrément donc éviter toute annulation et laisser ça donc sanctionner les dépassements sans pour autant toucher au résultat? Évidemment, c'est là des débats assez essentiels. Et ici, je ne vous cache pas, elle a été critiquée. Parce que certains, quand ils voient qu'il y a des dépassements et qu'il n'y a pas des sanctions, à savoir l'annulation de tous les sièges, ils disent non, l'ISI a été très laxiste, et évidemment, l'ISI devait agir de façon plus virulente par des sanctions plus substantielles au niveau de l'attribution des sièges. J'arrive à la conclusion. Je pense que les élections souffrent d'une maudite sœur jumelle, qui est la fraude électorale. Cette fraude est souvent véhiculée par le despotisme et par l'argent. Il est très important que l'évolution des règles de financement soit à jour pour garantir cette valeur tendancielle du scrutin libre, transparent et intégré. Merci. شكرا للسيد محمد شفيق ساسان.